Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. En hiver, le froid apporte son lot de désagréments, tels que les rhumes, grippes, gastroentérite, bronchite et autres réjouissances. Pour les éviter, rien de mieux que de renforcer notre système immunitaire pour prévenir plutôt que guérir. Aujourd'hui, nous recevons Mariam Fazlolai et nous allons voir comment le fait d'adopter une bonne hygiène de vie peut vous aider à traverser l'hiver en pleine santé. Bonne écoute! Bonjour Mariam, comment vas-tu ? Bonjour Mariam! Bonjour Nathalie Lorraine, merci de me recevoir, ça va vraiment très très bien. Et vous, comment ça va? Bah écoute, ça va super, on est bien au chaud, tout va bien. Ah, c'est important. Alors Mariam, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler de comment prendre soin de soi en hiver. Et c'est un sujet qui est important vu la saisonnalité. Pour parler un petit peu de toi, tu es la fondatrice de Mamtananda Ayurveda. Tu es praticienne donc en Ayurveda, mais aussi en yoga, en Reiki, soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Donc l'Ayurveda, c'était une découverte relativement tardive dans ma vie. J'habitais à l'époque aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Et donc, j'avais pas mal d'amis et collègues indiens. Et donc, j'ai eu la chance d'être... j'avais jamais été en Inde de ma vie, mais bon, comme j'avais des amis indiens, mais j'ai vite été invitée au mariage du frère, de la sœur, etc. Donc, j'ai fait mon premier séjour en Inde pour aller à un petit mariage de 1000 personnes. Oh là 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 là. Et donc, c'est à l'issue de ce voyage, à l'époque, c'était en 2011. J'ai donc découvert l'Inde. J'ai vu une toute première petite approche de l'Ayurveda. J'avais reçu un massage ayurvédique, mais je connaissais pas du tout l'Ayurveda. Donc moi, je suis allée dans ce centre juste. C'était pas un centre Panchakarma, c'était vraiment juste un institut de massage. Donc pour moi, c'était juste un massage à l'huile, mais j'avais aucune idée de ce qu'était l'Ayurveda. Et en revenant, ayant eu ce gros coup de cœur pour l'Inde, et je traversais une période très très difficile de ma vie, donc j'ai voulu retourner en Inde, mais pour une retraite de yoga et de méditation. Et donc je voulais me prendre pour fêter mes 30 ans, me faire du bien, aller dans... J'entendais beaucoup parler du Kerala, parce que mon premier séjour c'était à New Delhi, mais là j'avais des collègues du Kerala, ils m'en disaient que du bien, donc j'ai tapé sur les moteurs de recherche yoga, méditation, Kerala, et le premier résultat c'était un centre ayurvédique, mais là encore une fois, j'ai pas du tout fait attention au mot Ayurveda. J'ai vu que c'était en plein milieu de la jungle, j'ai dit banco pour la petite retraite, ça va être bien. Mais comme c'était un centre ayurvédique, et que les gens là pour le coup venaient de partout dans le monde pour se faire soigner de maladies dites incurables, etc. Il y avait des consultations tous les jours avec des médecins, des soins, etc. Et donc moi j'étais pas pour me faire soigner de quoi que ce soit, mais comme tout le monde, j'avais des petits bobos. Et en l'occurrence, j'avais un gros problème d'urticaire. Mais énormissime, et que les médecins n'arrivaient absolument pas à résoudre. Personne ne comprenait rien. J'avais fait tous les tests, j'étais allergique à rien. Et puis là-bas, j'arrive, je vois le médecin, il prend mon pouls. Et puis
qui dit OK, mam, no problem. En gros, En on me hochant dit, la tête en comme hochant ça? la tête, évidemment. Et donc, on me demande ce que je mange, à quelle heure, quelle est mon hygiène de vie, etc. Et en gros, en arrêtant de mélanger ci avec ça et en mangeant pas ça à telle heure, ou en faisant telle activité à telle heure et pas à telle heure, eh ben, l'urticaire, il est parti tout seul. Et là, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Et c'était où toute ma vie? Et en gros, je suis rentrée aux Émirats, j'ai commencé à acheter des bouquins. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec Deepak Chopra. Et après, donc, il y avait une grande communauté Art of Living, l'art de vivre là-bas. Donc, il y avait beaucoup de Vaidya, de médecins qui venaient, j'ai assisté aux conférences, etc. Et j'ai décidé d'aller plus loin. Et en gros, ça m'a pris 2 ans pour trouver le plan, l'exit stratégie des Émirats, de mon boulot, de plein de choses, de mon mariage. J'ai tout plaqué pour dédier j'ai dédié le reste de ma vie à étudier cette science. Et donc, j'ai étudié entre 2013 et 2017 l'Ayurveda. Alors, je suis retournée pour faire un full panchakarma. J'avais commencé avec cette détox pendant un mois. Et ensuite, je suis partie étudier d'abord au Canada avec Jayashri Lambert. Puis, elle m'a dit, Mariam, l'Ayurveda, c'est pour toi, il faut que tu ailles étudier avec le meilleur. Le meilleur, il est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est avec Dr. Vasant Lad. Et sauf qu'avant ça, j'avais déjà prévu d'aller faire des études en Inde. Donc, je suis partie en Inde pour mes études de yoga, un peu d'Ayurveda, Jyotish, etc. Et je suis partie ensuite aux États-Unis étudier avec Dr. Lad pendant 2 ans. Et j'ai fait des stages avec lui à Pune, en Inde, et au Népal, avec Todd Caldecott, Vaidya Madhu Bhattacharya et Dr. Sarita Shrestha dans des cliniques au Népal. Et d'ailleurs, tes études avec Vasant Lad, c'est le point Oui. commun que vous avez avec Michelle Schultz, qu'on a reçu plusieurs fois sur Oui, ce podcast, et c'est elle qui nous a présenté, donc on en ouais. profite pour lui faire un coucou. Un coucou. Ah ben, vous m'avez devancé parce que voilà, je comptais faire un coucou à Michel et Raphaël, grâce à qui j'avais découvert votre podcast il y a 2-3 ans. Oui. Donc, on les remercie, on leur fait un grand coucou. Voilà. Super, bah, quel beau parcours, Mariam. Et on est super honorés de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Oh. Et notre sujet, c'est l'hiver ensemble. On va parler vraiment de cette saison d'hiver, selon Oui. évidemment l'Ayurveda, ce que l'Ayurveda peut nous aider à comprendre sur cette saison et surtout à mettre en place, tout simplement, dans notre quotidien pour bien vivre cette saison. Voilà. On a déjà fait un épisode qui était l'épisode 20 avec Natalia Avril, sur vraiment l'explication des doshas en hiver, les signes d'aggravation des doshas. Mais on aime toujours recevoir de nouveaux invités sur des mêmes sujets parce qu'on sait que c'est tellement vaste l'Ayurveda et ça peut être expliqué de tellement de façons qu'on trouve que c'est intéressant d'aussi avoir ta vision de cette saison et de tous les petits conseils que tu donnes à tes clients au quotidien durant les saisons. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, vraiment pour rappeler le contexte, nous dire un peu quels sont les doshas, ces énergies vitales qui sont en nous, qui dominent durant l'hiver? Oui, alors les doshas souvent dominants. Alors bien sûr, on dit donc en Ayurveda que voilà, macrocosme, microcosme, c'est la même chose, as above, so below. Donc ce qui se passe en haut se passe également ici-bas. Donc évidemment en hiver on a ces qualités, ces gunas du froid. Alors il peut y avoir parfois du froid sec ou du froid humide, ça dépend évidemment où on est. Donc avec le froid on va avoir plutôt le dosha vata qui est souvent aggravé. Si on est en région toulousaine, comme 2 d'entre nous, et bien donc évidemment il y a souvent beaucoup de vent, donc donc ça aussi ça peut aggraver Vata. Mais quand il y a plus d'humidité, là on va arriver sur des symptomatologies plutôt kapha-esque. Voilà, donc il peut y avoir plus de congestion. La symptomatologie où on a le nez pris, on a le nez qui coule, on peut avoir plus de formation de flegme, de mucus. Voilà, donc ça va être plutôt kapha. Mais quand il y a plus de sécheresse, peau sèche, s'il y a de ballonnement, gaz, constipation, etc., ça va être plutôt vata. Et c'est vrai que ce sont des aggravations assez communes en hiver. Oui.
Mais tu viens de citer, les signes les plus courants en fait de Mmh. déséquilibre, hein, en fonction Mmh. de est-ce qu'on est sur un froid sec, vata, où Mmh. on va avoir Mmh. beaucoup de sécheresse, Mmh. et est-ce que si on est sur un froid plutôt humide, kapha, on va avoir Mmh. beaucoup de flegme, de Mmh. mucosité. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres signes, qui seraient des signes de déséquilibre en hiver qu'on voit beaucoup? Donc à part évidemment, il peut y avoir alors l'avantage souvent en hiver, c'est que Agni est plus fort. Notre feu digestif est plus fort. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Quand Oui, pour Agni va, tout digérer, va. la raclette, le Ex reblochon, tout ça, et exact. c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. En revanche, c'est vrai que parfois on peut faire justement un petit excès de raclette, tartiflette, etc. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir, quand on fait des excès, que ce soit les périodes de fête ou autres, on peut avoir, dès que la digestion est ralentie, ben, il peut y avoir aussi toutes sortes de déséquilibres, de voilà, léthargie, beaucoup des douleurs généralisées. Là, quand on cumule un peu trop de en main, de toxines métaboliques, il y a le brouillard mental. Voilà, il peut y avoir évidemment la petite déprime saisonnière. Évidemment, ça c'est une quelque chose des plus communs. Le manque de luminosité va faire que voilà, le mental, ça joue aussi. Et donc, il peut y avoir voilà, de la déprime, de la Mmh. tristesse. Ouais, Et comme ça. comment, justement, tu disais, ce feu digestif est plus fort en hiver, Mhm. pourquoi il est plus fort à ce moment-là, de Ah l'année? oui, parce que donc voilà, notre corps, c'est quand même une machine à bien-être, hein, il faut le savoir. Hein, c'est notre on est constitué de manière assez magique et fascinante. Et donc, quand l'hiver arrive, notre organisme, pour protéger nos organes vitaux, et en particulier, évidemment, tout ce qui c'est au niveau central, ça se réchauffe. Donc, ce feu digestif, ce feu de camp dans l'estomac, mais il y a aussi, voilà, on recense 40 agnis dans le corps. Chaque tissu, chaque organe a son propre agni. Le chef d'orchestre, c'est l'estomac, mais tous ces organes, ces tissus ont leur propre agni. Et donc, pour maintenir la santé et pour voilà, prévenir du froid, il y a cette chaleur qui est concentrée euh, au milieu. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir aussi justement les périphéries un peu froides, mauvaise circulation, les mains froides, les pieds froids. Voilà. Donc, mais donc l'avantage, c'est qu'on a un meilleur feu digestif, mais il faut faire attention parce qu'on a aussi tendance justement parfois à en profiter ou à manger des choses plus lourdes, et ça peut aussi diminuer ce feu digestif. Donc, il y a Oui, c'est ça. quelques Maintenant, il y a astuces. certains plats régionaux qui vont bien dans une Mmh. certaine région parce que les gens font Mmh. des activités qui correspondent au plat. Mais Oui. maintenant, par exemple, les raclettes se sont, Oui. Mmh. nationalisées. Oui, oui, voilà. Et Si on du fait du coup, c'est vrai raclette que c'est Netflix, pas c'est ouais, pas c'est assez. pas Mais il adapté, vaut mieux ouais, faire tout à raclette fait. frite. Du coup, c'est ce qu'on va voir peut-être un peu là dans les prochains Mmh. points, qu'on va aborder, et ce serait peut-être les conseils qu'on peut donner, selon, cette, vision de l'Ayurveda, sur l'hiver, des Mmh. conseils en hygiène de vie. Mmh. Peut-être on peut commencer par, les rythmes, de sommeil peut-être ou de repas qui sont recommandés pour bien vivre cette saison? Mmh. Oui, tout à fait. Et peut-être juste avant ça, je vais rappeler également, pourquoi, enfin l'essence même de la dinacharya, de la routine en fait, et pourquoi c'est important. Voilà, c'est pas juste pour nous enquiquiner. Mon mantra, c'est: «La routine, c'est sexy». Parce que Tu sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot routine justement, hein, parce voilà. que ça a l'air, plan-plan, un peu pénible, quoi. Voilà, voilà, non mais make dinacharya sexy again, enfin voilà, c'est important de rappeler pourquoi c'est important la routine, cette dinacharya. Donc dinacharya, ça c'est un mot sanskrit, c'est 2 mots, dina et charya. Dina, c'est jour, journalier, quotidien, et charya, c'est justement la routine, c'est toute forme de mouvement en fait. Et donc cette routine quotidienne, elle est importante parce qu'en effet, on dit qu'il est non seulement important de faire des bonnes choses, mais aussi de les faire au bon moment en Ayurveda. Et c'est vraiment ça qui régule notre santé, nos hormones, etc. Donc, en effet, d'avoir une routine, qu'est-ce que ça apporte? Eh ben, c'est justement un régulateur hormonal naturel, parce que quand
mange voilà, à des heures fixes, ou qu'on va se coucher aux heures fixes, on se lève aux heures fixes, tout ça, ça régule hein, nos cycles, nos hormones, et donc après notre corps, il sait quand est-ce qu'il faut avoir faim, quand est-ce qu'il faut avoir sommeil, etc. Donc ça pose, ça ancre. Le fait d'avoir une routine aussi, ça équilibre principalement le dosha Vata. Et on sait, quand on s'intéresse à l'Ayurveda, que Vata, c'est le dosha qui se déséquilibre le plus facilement et qui met un peu le bazar chez les autres doshas facilement aussi. Donc d'équilibrer Vata, d'équilibrer le vent, le diable de Tasmanie là qui va un peu partout comme ça à l'intérieur, de le maintenir, de le canaliser. Généralement, ça pose, ça ancre, ça stabilise. Voilà, quand on sait, on vit dans un monde où la seule constante c'est le changement. Tout peut toujours arriver, tout peut basculer d'un moment à un autre. Plus on développe justement ces rituels qui vont dire à notre système nerveux: ah, mais t'en fais pas, tu peux te reposer tous les matins sur ton eau chaude, sur ta méditation, sur ton massage, etc. Et bien de suite de prendre soin de nous et de faire ces petits rituels où on prend soin de soi, ça pose les choses. Et même si après on est basculé, bien sûr on ne peut pas échapper à la vie et au vivant, on va arriver souvent à revenir dans notre centre plus facilement. Donc, Ouais, et puis c'est utile, comme tu dis, pour équilibrer Vata, et d'autant plus, là justement en saison Vata, et ou pour des personnes qui ont déjà une constitution Vata, qui sont justement soumis à encore plus de mouvements. Exactement. Donc, et comme Vata une aggravation de Vata peut entraîner une aggravation de Pitta, et donc surtout de Kapha à cette saison. C'est pour ça que beaucoup de tout sèche se transforme en tout grasse. Parce que naturellement, pour pallier, encore une fois, notre corps cherche toujours son homéostasie, cherche toujours son équilibre. Donc, dès qu'il y a du sec, le corps, qu'est-ce qu'il va faire en réaction? Il équilibre par les qualités opposées. Donc, il va amener de l'humide, de l'onctueux et de la stabilité. Sauf que, évidemment, quand cette onctuosité, cet enveloppement de Kapha qui est tout doux, qui est tout enveloppant, qui est apaisant, s'il prend racine, il peut aussi créer donc cette stagnation, cette léthargie et cette lourdeur, c'est de l'anabolisme. Donc ça peut créer de la prise de poids, mais aussi de la création de tissus moins sympathiques, donc de type kyste, nodule, tumeur dans des cas très très extrêmes. Mais donc d'équilibrer Vata, encore une fois, c'est vraiment toujours important, parce que ça peut être l'instigateur d'autres déséquilibres chez les autres doshas. Et aussi, ce qui est important pour moi, je trouve, avec la dinacharya, c'est le fait que ça nous amène à vivre en conscience, à donner du sens à tout ce qu'on fait, de commencer sa journée comme ça en disant, parce que beaucoup des rituels, c'est beaucoup autour de l'équilibre des 5 sens. On veut ouvrir les portes de la perception le matin en équilibrant ces 5 sens, la vue, l'odorat, etc., en nettoyant tous les orifices. Mais vraiment, c'est pour qu'on puisse être ensuite on soit en quête de prana, de chi, d'énergie vitale, et pas de se faire attaquer par les sens. Au lieu que la première chose qu'on fasse le matin, si beaucoup d'entre nous, malheureusement, notre réveil, c'est aussi notre téléphone. Donc, le premier truc qu'on regarde, c'est souvent le téléphone, et ça, c'est horrible parce qu'on se fait attaquer par cette lumière bleue, ces infos, etc. Alors que si les premières choses qu'on fait le matin, c'est plutôt aller se nettoyer les yeux, la bouche, les oreilles, etc., prendre le temps, boire son eau chaude, méditer. Là, après, toute la journée, on se sera créé cette espèce de bulle de protection énergétique, et on se fera un peu moins attaquer par toute cette stimulation qui nous entoure tous les jours. Donc voilà. Et il y a aussi un aspect de respecter la dinacharya, ou d'avoir une routine, et encore une fois, et on va en parler, qui peut varier selon les saisons.
ça donne aussi cette perspective d'aspect cyclique de la vie. Et ça nous aide aussi à relativiser beaucoup de choses, à se dire que ok, je peux être dans un cycle où tout va bien, mais je sais que ça ne durera pas, mais quand je suis en bas, ça durera pas non plus, etc. Donc voilà, c'est quelque chose où, pour moi, c'est bon évidemment, et pour l'Ayurveda de toute façon, c'est l'hygiène de vie. Ça fait partie des fondements essentiels de la prévention et du soin de tout type de déséquilibre. Il y a l'alimentation et l'hygiène de vie est très importante. Ouais, c'est Voilà. des fois des petites choses à mettre en place. On va peut-être Oui. en parler en détail de ce qu'on peut mettre en place justement, mais Mhm. quelquefois des simples petits rituels ou des nouvelles choses qu'on intègre dans son quotidien, ça peut ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Absolument. Voilà, donc oui, donc en hiver, que faire pour mieux vivre cette saison qui parfois est dure pour beaucoup de personnes. Personnellement, je trouve que quand on s'intéresse à l'Ayurveda, chaque saison devient magique. Ça c'est plutôt chouettos. Mais donc comme on a ces qualités de froid, et donc ça peut être froid sec, froid humide. Alors en Ayurveda, on a cette vue qu'on souvent on équilibre par les qualités opposées. Parfois, on est en mode homéopathique et on va soigner le feu par le feu, mais la plupart du temps, c'est quand même le réflexe, c'est d'équilibrer par les qualités opposées. Donc, on va favoriser plutôt du chaud, du chaud et amener alors soit de l'onctueux quand il y a du froid sec ou un peu plus de stimuli et quelque chose d'un peu plus rêche quand on a du froid humide. Donc, comment ça se traduit ? Évidemment, ça va être dans l'alimentation, donc de manger chaud, de manger cuit. C'est là qu'interviennent les épices, toujours épices toujours. Donc les épices qui réchauffent et qui sont bien pour la circulation, ça va être le gingembre, donc d'en utiliser dans la cuisine au quotidien, mais ça peut être en infusion évidemment. L'épice, enfin de la cannelle aussi, ça c'est très bien, donc de rajouter éventuellement dans son chocolat chaud un peu de cannelle. J'aime bien rajouter même une petite pincée de piment de Cayenne à cette époque de l'année. Voilà, de la cardamome. La cardamome, il faut savoir que c'est excellent pour neutraliser la viscosité des produits laitiers. Donc alors même si c'est vrai quand il fait pas beau, quand il fait gris, humide, froid, on préfère éviter les produits laitiers parce que tout ça, ce sont des produits un peu CAFA-esques. Et donc, quand il y a du CAFA dehors et que je mange un produit CAFA, CAFA plus CAFA égale beaucoup de CAFA. Et donc, ça va augmenter le CAFA en moi et augmenter ce potentiel de créer beaucoup de flegme, de mucus. Mais la bonne nouvelle, enfin la bonne nouvelle, pour moi, l'Ayurveda, c'est la science du « je me fais plaisir » quand on comprend comment ça marche. Et donc, si malgré tout, quand il fait froid, humide et que vous avez quand même envie de manger un produit laitier, de rajouter, alors si c'est dans par exemple un fromage blanc, de rajouter de la cardamome et éventuellement du miel qui a des vertus réchauffantes et asséchantes. Ça peut aider à neutraliser, à ce que ce soit moins pire. Donc voilà, de rajouter ces éléments de chaleur à travers les épices, c'est une idée. Au petit déjeuner, du coup, de manger plutôt chaud. J'aime bien en hiver manger ce que j'appelle justement un porridge un peu gourmand, un peu sexy, où je fais toaster mes flocons d'avoine. T'aimes bien les trucs sexy, hein? Ouais, j'aime bien les trucs sexy. Ayurveda is sexy. Ayurveda is sexy. Exactly. Donc, je fais revenir mes flocons d'avoine, par exemple, dans du ghee, évidemment, et des épices type gingembre, cannelle, cardamome. Comme ça, on rajoute cette chaleur dans... Et tu les mets dans quoi, du coup, après tes flocons d'avoine? Alors après, je porridge avec? Ouais, un petit porridge, donc je peux rajouter du lait qui soit végétal ou pas, ou un mélange lait-eau, ou ceux qui veulent mettre que de l'eau, ils peuvent. Mais voilà, donc je fais un peu donc toaster ces flocons d'avoine dans les épices et le ghee, et ensuite je rajoute le liquide, et voilà. Donc ça fait comme ça un petit déjeuner onctueux, chaud, et ça c'est réconfortant en hiver.
Le chaud, on l'amener aussi par, alors surtout quand il y a des déséquilibres Vata, par un automassage à l'huile chaude, ça on n'y coupe pas. La Bianga, c'est toujours le bon plan. Moi, je trouve toujours que l'automassage, voilà, il a plusieurs effets qui se coulent. J'explique toujours aux personnes qui viennent me voir en consultation que c'est une des pratiques les plus holistiques qui soit. Parce que on va évidemment équilibrer Vata. Le premier effet qui se coule quand on s'applique de l'huile, ça fait du bien au système nerveux, que je compare souvent à un chat hérissé là. C'est pas très radiophonique ce que je fais. On me voit pas faire le chat hérissé, mais c'est. Non, mais le bruit était vraiment bien. Tu fais très bien le bruit du chat hérissé. Voilà. Et donc quand on s'applique de l'huile chaude, et ben le chat il ronronne. Voilà. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Je dis toujours que c'est important quand on se masse, donc en long sur les os longs, en cercle sur les articulations, de se dire des petits mots doux. Voilà. Au début c'est bizarre, mais après on s'y fait. Voilà, on remercie notre corps de fonctionner 24 heures sur 24. Et donc ça aussi, ça a l'effet qui se coule que notre corps dit mais pour une fois t'es sympa avec toi. Et ça pour voilà, nos cellules elles enregistrent qu'on se fait du bien, qu'on est sympa, et ça pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, parce qu'on est quand même dans une société où voilà, malheureusement les maladies auto-immunes ça flambe, et c'est voilà, on reçoit beaucoup de pics, on s'en donne beaucoup en tant en bon pita dans le monde occidental. Donc voilà, de se dire des petits mots doux. Bien sûr, alors quand on utilise de l'huile de sésame, qui est quand même l'huile la plus utilisée parce qu'elle équilibre énormément Vata, elle a des affinités avec le système nerveux, mais également avec le système osseux. C'est une excellente source de calcium, donc ça renforce les os, mais les sous-produits des os, donc les ongles, les dents, les cheveux. Voilà, ça aide à lubrifier les articulations. Bien sûr, de se masser, ça booste le système lymphatique. Ça nourrit les muscles, ça prévient les douleurs musculaires. Voilà, et on laisse poser. Si on a 30 minutes devant soi, c'est super. En temps masqué, j'aime bien soit faire des pranayama, de la méditation, ou écouter des podcasts qui m'inspirent. Typiquement, on va écouter le podcast Ayurveda. Et ensuite, on se rince à l'eau bien chaude. Pas besoin d'utiliser de savon. Et je dis toujours que quand on sort, évidemment, il reste un peu d'huile, mais c'est très bien, on se tamponne à peine en sortant. Et cette petite huile qui reste sur la peau, donc la peau est hydratée, donc c'est top, on n'a pas besoin de se mettre de lotion après. Mais ça laisse un petit film protecteur qui est à la fois physique, mais aussi énergétique. Voilà, les choses, elles glissent sur nous plus facilement après. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis voilà, ça encore une fois, on a pris soin de nous, ça booste le système immunitaire. Souvent, on est plus lumineux, les gens ils le remarquent assez souvent, quoi. Waouh, on est plus juicy. Voilà. Et puis sexy. Voilà. C'est sexy. Est-ce que tu as une astuce, toi, Mariam, pour éviter de boucher les canalisations avec l'huile? On est toujours en quête d'une astuce comme ça. Écoutez, alors nous, c'est ce qu'on nous faisait faire justement à l'Ayurvedic Institute. D'ailleurs, il y avait quelques logements à côté de l'école, et les propriétaires, alors, ils étaient à la fois contents parce qu'ils savaient qu'ils allaient toujours louer ces logements, même s'ils étaient un peu pourris. Mais par contre, ils étaient catastrophés parce que oui, en effet, l'état des canalisations n'était pas top. Alors nous, on nous disait d'utiliser parce que évidemment, on préfère les remèdes naturels, pas trop chimiques. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais bouillir de l'eau. Donc je verse juste après mon abhyanga dans la douche ou la baignoire. On verse de l'eau bien chaude à la canalisation. Ensuite, je saupoudre de bicarbonate de soude. Je verse du vinaigre. Du vinaigre blanc, et donc ça fait ça ça mousse, ça décape, et ensuite je repasse un grand coup d'eau chaude, et ça marche vraiment bien. J'ai jamais eu de problème avec ça, donc ok, top.
Merci pour cette belle astuce. Nouvelle astuce. Bon, du coup, il faut vraiment se prévoir quand même une bonne demi-heure pour faire tout ça le matin, voire un peu Oui, oui, plus. oui. Après, je dis toujours aux gens, bon, mais si vous avez que 10 minutes, c'est déjà ça de prix. Faut pas ne pas le faire si on n'a pas une demi-heure devant soi. Mais c'est vrai que si une fois par semaine, on peut se prendre le temps de laisser un peu plus poser l'huile. Alors, il faut qu'il fasse bon dans la salle de bain. Hein, donc, c'est bien de mettre le petit chauffage d'appoint en hiver. Aussi, une astuce pour faire chauffer l'huile. Donc, c'est que soit on peut mettre de sa grande bouteille d'huile. On peut mettre dans un petit flacon et mettre au bain-marie dans une tasse d'eau chaude. L'huile va chauffer très vite. Sinon, on peut investir dans un mug warmer, dans un chauffe-tasse. Les Américains sont formidables, ils ont inventé cette espèce de petit socle qui est branché soit sur secteur, soit sur USB pour poser la tasse de thé ou de café à côté de leur ordinateur pour pas avoir à se lever de la journée. Oui, donc c'est pas terrible à la base Non, comme c'est pas invention, mais c'était complètement ironique. Mais bon, par contre, en tant que chauffe-huile, c'est pas mal. Donc moi, je sais que j'en ai acheté un que je branche dans ma salle de bain, du coup, et comme ça, c'est vrai que ça évite les allers-retours à la cuisine, etc. Donc, on branche son petit mug warmer, on pose le flacon dessus. Moi, je sais que quand je fais justement mes pranayama ou mon yoga le matin, enfin, quand je commence ma dinacharya le matin, je mets mon huile, ça va assez vite à chauffer. Comme ça, j'arrive dans la salle de bain, l'huile est chaude et paf, paf, quoi. super Et idée. paf, paf. Et c'est sexy. Et c'est sexy. Est-ce que tu peux, rappeler juste, les quelques contre-indications au massage Abhyanga justement, Ah oui, à bien quel sûr. moment, enfin, dans quelles conditions on ne doit pas faire de massage? Dans quelles conditions? Absolument. Encore une fois, parce que oui, c'est pertinent parce qu'en effet, encore une fois, la dinacharya, oui, il fait bien de faire certaines choses, mais il faut aussi savoir le timing. Et pour l'abhyanga, c'est toujours bien, évidemment, de ne pas le faire le ventre plein, donc pas juste après manger, pour ne pas perturber la digestion. On va pas le faire, alors pour les femmes, pendant le flux abondant menstruel. Et on va pas le faire quand on est on a l'impression qu'on est tout plein de donc si la langue est très très chargée, qu'on est fiévreux, tout maladou. Bon, généralement on n'a pas très envie de le faire à ce moment-là de toute façon, mais voilà, on va essayer d'éviter c'est pour pas que les toxines aillent plus profondément dans les tissus, on veut pas faire circuler tout ça. Donc voilà, dès qu'il y a fièvre, maladie, on évite. C'est ça, c'est pour pas perturber les flux dans le corps. Même tu disais pour les femmes quand elles ont leur cycle menstruel au plus haut, c'est pour pas perturber ce mouvement Ce mouvement vers le bas d'Apana, Tout à fait. exactement. Oui, oui, on va pas perturber Apana, jamais, jamais. On évite. On évite. Parce que je sais que certaines femmes aiment bien justement prendre le temps de se masser et tout quand elles ont un flux abondant ou des douleurs, etc. Mais c'est vrai que ça, en Ayurveda, ça va un peu à l'encontre de ce qui se dit. On Voilà. laisse. Voilà, On peut faire des respirations, mais voilà, on laisse des le flux aller. respirations, voilà, éventuellement. Enfin voilà, si vraiment il y a vraiment des douleurs très très fortes menstruelles, nous ce qu'on aimait bien faire en clinique à l'Ayurvedic Institute, c'est préconiser le castor oil pack, donc c'est le soin à l'huile de ricin. Éventuellement, là, on peut éventuellement s'appliquer de l'huile de ricin sur le bas-ventre. Et ensuite appliquer du chaud et de l'humide, donc soit une bouillotte ou soit une serviette de bain chaude et juste l'appliquer au niveau du bas-ventre, parce que l'huile de ricin a vraiment ses vertus, c'est un peu gluant, etc. Donc ça va venir, le chaud et l'humide va venir faire pénétrer cette huile de ricin et ça va venir absorber l'excès de vata qui crée ces crampes et ces douleurs. Mais en effet, sinon un full abhyanga de tout le corps, on préfère pas, en tout cas pas pendant le flux abondant menstruel, encore une fois, pour pas perturber ce flux qui veut aller vers le bas. On le laisse faire son travail. Voilà. OK, ça marche. Donc tu nous as parlé de mettre du chaud dans le corps par les épices, par l'alimentation, des choses cuites. Tu nous as parlé du massage Abhyanga là Oui. pour, amener, du mouvement, de la détente et tout ça. Est-ce Mhm. que tu voulais nous parler d'autre chose? Oui, oui. Alors le chaud, enfin, en tout cas, on peut aussi l'amener par l'activité physique. Hein. C'est important toujours d'avoir voilà, malgré tout, continuer à faire un peu de sport, un peu d'activité, même si c'est vrai qu'en voilà, en hiver, parfois, on est un peu, c'est un peu dur de sortir, etc. Mais s'il peut y avoir, et en particulier là, pareil, plusieurs effets qui se coulent dès qu'on peut sortir, et en particulier s'il y a quelques petits rayons de soleil là pour la vitamine D, c'est extrêmement important de à la fois bouger, de prendre un peu le soleil
dès qu'on peut, pour le moral, pour le système immunitaire, pour la digestion, pour tout, hein, c'est un tout extrêmement important. On peut justement, moi, par exemple, le matin ou dès qu'on peut, si on fait du yoga, la salutation au soleil, c'est évidemment une bonne un bon moyen de faire briller le soleil à l'intérieur. De se réchauffer. De se réchauffer, voilà, lubrifier les articulations, booster Agni après une tartiflette. Et une manière aussi d'amener de la lumière que j'aime beaucoup et du chaud, c'est de la méditation Trataka. Trataka, c'est la méditation où on fixe le bout de la flamme d'une bougie. Donc l'idée, c'est de placer, il faut qu'il fasse sombre dans la pièce. On place une bougie à hauteur des yeux, à peu près à une distance de la longueur d'un bras, par exemple. Et on va fixer du regard en essayant de ne pas cligner des yeux. Évidemment, on va cligner, mais c'est pas grave. Notre intention est de ne pas cligner des yeux. On va fixer le bout de la flamme de la bougie. Et on va essayer d'adoucir le regard. On ne va pas regarder de manière très intense. Vraiment, on adoucit le regard, on fixe le bout de la flamme. Et dès que nos yeux fatiguent ou ça commence à larmoyer, ou on sent qu'on a besoin de fermer les yeux, on ferme les yeux. Et là, généralement, on va continuer à avoir cette flamme au niveau du troisième œil. On essaie de garder cette flamme au troisième œil, les yeux fermés. Voilà, le plus longtemps possible. Dès qu'elle disparaît, hop, on rouvre les yeux et on peut recommencer à cet aller-retour avec le bout de la flamme. Et ça, on peut le faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, selon le temps qu'on a. Mais je trouve que c'est une méditation extrêmement intéressante en hiver parce que, justement, pour prévenir ou traiter les déprimes, souvent aussi pour les personnes qui ont du mal à méditer, beaucoup de gens me disent que cette méditation, elle est assez magique parce que, naturellement, notre attention elle va sur la flamme. C'est assez facile d'avoir toute notre attention captivée par la flamme. Donc ça évite au petit hamster à l'intérieur dans la tête de mouliner. Donc c'est une manière de méditer qui en même temps de fixer cette flamme, mais ça peut raviver la flamme à l'intérieur. Ouais. Est-ce que tu recommandes de la faire à un moment particulier de la journée, cette méditation? Pas forcément. La méditation, c'est toujours génial. Alors à partir du moment où on arrive à la faire, c'est bien. Donc c'est quand ça vous arrange. Je trouve que c'est déjà bien si on arrive à la caler à un moment. Mais encore une fois, elle n'a pas besoin d'être faite très longtemps. Enfin, c'est selon ce qu'on a comme temps. C'est sûr que tout ce qui est, encore une fois, toutes les pratiques qui nous font du bien, de le faire le matin. Moi, je préfère souvent faire tout ça le matin parce qu'au moins c'est fait. Parce que souvent quand je me dis je ferai ça ce soir, pouf, la vie arrive et ça n'arrive jamais. Cette méditation. Donc, mais après, si c'est le soir qu'on trouve ce moment, formidable et on peut le faire. Après, si vous sentez que ça, encore une fois, tout est médecine, tout est poison, et tout ce que je dis là, c'est toujours, il faut l'appliquer sur soi et on est tous différents. Hein. Donc, si ça vous stimule trop le soir, du coup, vous savez qu'il faudra faire ça plutôt dans la journée, le matin ou dans la journée. Mais c'est rare. Enfin, j'ai pas eu de retour jusqu'à présent de gens qui m'ont dit de faire Trataka le soir, ça les empêche de dormir ou quoi que ce soit. Une autre chose aussi que j'aime, et ça c'est pas forcément qu'en hiver, mais ça aussi, ça peut amener quelque part de la lumière et lutter contre la déprime. Moi, j'aime bien faire des bains de lune. Alors, comment faire des bains de soleil, des bains de lune, alors en période évidemment de pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, s'exposer. Alors c'est sûr qu'en hiver, c'est toujours un peu plus. Faut être motivé. Faut bien s'habiller, quoi. Faut bien s'habiller, bien se couvrir. Oui, c'est ça. Mais faire des bains de lune, c'est aussi un moyen de. Moi, je trouve que c'est un rituel important pour apaiser le mental. Voilà, on dit que la lune, ça amène aussi Amrit, le nectar, et Ojas, c'est vraiment c'est
plein de jus. Donc de t'exposer à cette lumière, la lumière un peu bleutée, donc la bonne lumière bleue, pas celle des écrans. Moi j'aime bien lui parler d'ailleurs à la lune, je lui raconte ma vie. On dialogue comme ça. Ça permet d'apaiser le mental, ça apaise beaucoup Pitta, donc c'est en particulier si on a un moment où on a beaucoup de colère, de frustration, d'irritabilité, des choses comme ça. Et juste voilà, pour booster aussi le système immunitaire, je trouve que c'est excellent, et d'observer la lune de toute façon, même au quotidien, même quand elle est en phase croissante ou décroissante. Je trouve que ça aussi c'est un moyen de se mettre en lien avec l'aspect cyclique de la vie. Et ça aussi, ça aide à se dire, bon, ben voilà, là, je sais pas s'il y a une mauvaise phase, mais ça durera pas. Donc, voilà. C'est beau. Et puis en hiver, le bain de lune, on peut aussi même le faire derrière une fenêtre, tu vois? On n'est pas obligé Oui, de sortir à l'extérieur. bien sûr. Après, si comme moi, vous avez la chance d'avoir une collection de bonnets en forme animalier qui Ah, parce que je donc vous ai tu n'as montré pas mes que les pantoufles. chaussons, Je oui, n'ai pas voilà, c'est que les ça. chaussons, oui, parce que voilà, pareil, les auditrices et auditeurs ne peuvent malheureusement pas profiter de mes magnifiques Chaussons chaussons en forme de en forme de reine. reine. Voilà. Mais Si j'ai tu les bonnets qui vont avec. Voilà. si tu veux nous faire une photo, on pourra la poster en story sur Instagram. Bah voilà, je n'y manquerai pas. C'est aussi finalement un conseil, alors peut-être un peu moins ayurvédique, quoique, on parlait du chaud, donc il faut avoir les Mais pieds complètement. bien au Mais chaud, les pieds bien au chaud et les la oreilles tête, bien au voilà, les chaud. oreilles et la tête. Mais parce que les oreilles, c'est une maison secondaire de Vata, donc hyper important. Ça aussi, je le répète souvent aux gens qui viennent me voir en consultation. Dès qu'il fait froid, dès qu'il y a du vent, paf, il faut vraiment mettre un bonnet ou un cache-oreille, quelque chose. Protéger les oreilles, c'est extrêmement important parce que, en effet, Vata s'immisce par les oreilles et c'est là qu'on peut avoir des acouphènes, on peut se sentir un peu éparpillé, punaise où j'ai foutu mes clés, etc. Voilà, on n'est pas bien, on est perturbé, on a des espèces d'impatience, voilà. Donc vraiment de canaliser Vata en protégeant les oreilles, en plaçant bien un cache-oreille, un bonnet, ou on peut aussi se lubrifier les oreilles avec de l'huile de sésame avant de partir chez soi le matin. On peut aussi se lubrifier les narines, ça aussi est excellent pour canaliser Vata, et puis surtout que pour n'importe quel virus, bactéries ou whatnot, voilà, si on l'inhale, et ben au moins ça remonte pas dans les sinus, ça reste bloqué dans les narines. Donc ouais, c'est super important en effet de protéger les oreilles en hiver, quand il y a du vent. Très bien, Mariam. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu souhaitais donner pour une bonne hygiène de vie en hiver à nos auditeurs, peut-être concernant même le rythme de sommeil, peut-être? On a un Oui, peu le parlé rythme, du c'est vrai qu'on n'a pas sommeil. parlé du sommeil, oui, tout à fait. Alors, en Ayurveda, ce qui est assez formidable, et je pense que c'est pour ça que c'est une médecine qui qui est prouvée dans la durée et qui marche, que ce soit en Sibérie ou en Amazonie, etc., c'est qu'on essaie de s'adapter à notre environnement. Et donc, évidemment, en hiver, les nuits sont plus longues. Donc, c'est important d'être en mode un peu... c'est bien, on peut être en mode un peu hibernation, on peut aller se coucher plus tôt, voilà, on a peut-être le droit de se lever un peu plus tard aussi, peut-être que 7 heures au lieu de 6. On s'écoute, de toute façon c'est toujours important de s'écouter. Mais c'est vrai que d'aller se coucher un peu plus tôt, c'est vraiment une saison, on dit, qui est Brahmana, donc il faut prendre des forces, donc de se reposer, voilà, tout comme la nature se repose à ce moment-là, il faut se reposer aussi un maximum. Et donc ça, je trouve que c'est très important. De trouver des choses qui animent votre âme au quotidien. Comment on fait aussi briller la lumière à l'intérieur, que ce soit d'écouter une musique qui vous donne envie de danser, de chanter. Ça, je trouve que c'est extrêmement important au quotidien d'avoir ces activités-là. Je m'en réfère aussi. C'est une époque, puisque je suis d'origine perse, et on a une tradition généralement autour du solstice d'hiver, Shaba Yalda, la nuit la plus longue, où on va
retrouver entre amis, famille, pour la nuit la plus longue, et donc pour vaincre les forces obscures, et renaître tous dans la lumière. On passe la nuit entière à se raconter des histoires, à lire des poèmes. On prend les poèmes de Hafez et on ouvre le livre comme un peu une divination. Donc on pose une question, on ouvre le livre au hasard, et le poème qui est là, c'est vraiment la réponse à notre question. Voilà. Et je dis ça, c'est juste pour prendre un exemple, que tout au long de l'hiver, on peut retrouver aussi entre amis, passer des moments chaleureux comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon, l'hiver, il y a toujours plein de fêtes, que ce soit les fêtes de fin d'année, l'épiphanie, la galette, allez hop. Donc tous ces petits moments chaleureux, c'est bien, d'inviter des gens chez vous, ça augmente la température de la pièce. Il y a moins besoin de mettre le chauffage. C'est ça, pas de chauffage, pas de col roulé. Non, mais voilà, dans tout ça pour dire que des moments chaleureux comme ça aide aussi quand on est de bonne humeur. De toute façon, les déséquilibres, ils s'en vont. Le mot de la fin, je trouve ça merveilleux. Je trouve que ça clôture super bien cet épisode. Est-ce que tu es prête pour les questions rituelles de fin d'épisode? On va voir. Oui, et banco. Envoyez. Allez, on y va. Notre première question rituelle, c'est justement, quel est ton rituel préféré en ce moment? En ce moment, oh my God. En ce moment, mon rituel préféré, il y en a beaucoup, hein, Ou ton rituel préféré tout court, hein? Tout court, ouais. Justement, moi, mon rituel préféré, c'est d'avoir des moments de gratitude. Généralement, le soir, je me couche en remerciant l'univers pour grand minimum 3 choses qui me sont d'agréables, qui me sont arrivées dans la journée, ou d'inspirantes. Et le matin, je me lève en remerciant d'avance l'univers pour toutes les belles choses qui vont m'arriver. Donc ça, c'est un peu mon rituel préféré. Top. Est-ce que tu peux nous dire tes prochains projets pour les semaines à venir, les mois à venir? Alors, les projets, il y en a au taquet. Entre autres, j'aimerais avancer sur l'écriture de plusieurs livres que j'ai en tête. Ils sont en gestation depuis un moment, donc il va falloir que ça sorte un moment donné. Je me lance dans l'apprentissage du Jyotish avec Raphaël. Wow. Et, ouais. Et puis je relance aussi l'accompagnement en Inde pour des cures Panchakarma. Donc la prochaine, ça sera au mois de novembre l'an prochain. Donc voilà, il y a toute l'organisation. Novembre 2023, du coup. Novembre 2023, pardon. Oui. Ok, ça marche. Écoute, que de beaux projets. On te souhaite plein de belles choses avec tout ça. Merci. Et notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? On a combien d'heures devant nous? Je remercie la vie, le vivant, l'adversité qui m'a menée à l'Ayurveda. Je remercie Shani Maharaj, aka Saturne, qui m'a fait vivre des moments difficiles, mais qui m'a justement amenée grâce à ça à l'Ayurveda. On a remercié de nouveau Raphaël et Michel qui m'ont fait découvrir ce podcast il y a 2-3 ans. Et puis, bien sûr, tous mes mentors, Jayashree, Lambert, Dr. Ladd, Todd Collicott, Sarita Shrestha, Madhu Bhattacharya, voilà, toutes les personnes grâce à qui j'ai eu 2-3 choses à partager avec vous aujourd'hui. Et donc, je les remercie. Et puis mes parents qui ont eu la sagesse ou la folie de me laisser voyager toute seule à travers le monde depuis l'âge de 13 ans et qui m'ont du coup ouvert l'esprit sur plusieurs cultures et spiritualités, etc. Et je leur en suis éternellement reconnaissante. Voilà.
Merci Mariam, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est vraiment heureuse de t'avoir accueilli, toi et ta bonne humeur sur le podcast Ayurveda. Merci beaucoup pour tous tes partages. C'est un plaisir, merci à vous, merci pour votre travail. À bientôt Mariam. À bientôt, au plaisir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!